Et si le Soleil, cette précieuse source de lumière et de chaleur dont dépend toute vie sur Terre, venait à être englouti par un trou noir? Pire encore, imaginons qu'un trou noir se forme en ce moment même au cœur de notre étoile. Le Soleil s'effondrerait-il sur lui-même, entraînant dans sa chute l'ensemble du système solaire? Si un trou noir stellaire de taille moyenne, issu de l'effondrement gravitationnel d'une étoile, absorbait le Soleil, nous disposerions d'environ 8 minutes avant que les conséquences ne se fassent sentir. Mais si notre étoile avalait un trou noir primordial de très petite taille, il est possible que nous ayons une chance de survivre. Les trous noirs primordiaux restent pour l'heure une hypothèse théorique. On suppose qu'ils se seraient formés peu après la naissance de l'univers. Contrairement aux trous noirs supermassifs ou stellaires, ces entités hypothétiques se caractériseraient par leur extrême petitesse. Leur masse équivaudrait à celle d'un astéroïde, tandis que leur taille ne dépasserait pas celle d'une balle de baseball. Ces trous noirs primordiaux apparaissent dans divers modèles théoriques, qui tentent d'élucider certaines énigmes cosmiques, allant de l'hypothétique planète X à la nature de la matière noire. Une hypothèse intéressante suggère même que ces trous noirs pourraient constituer une forme de matière noire. Si les trous noirs primordiaux existaient réellement, leur formation pourrait s'expliquer par des variations de température et de densité dans certaines régions de l'espace primordial. Les scientifiques supposent que ces zones denses auraient pu s'effondrer, donnant naissance aux trous noirs primordiaux. Le détail le plus fascinant réside cependant dans leur taille. Ces trous noirs seraient si petits précisément parce qu'ils se sont formés peu après le Big Bang. En effet, plus un trou noir mettait de temps à se former, plus sa masse était importante. La différence entre les plus anciens, minuscules, et les plus jeunes, gigantesques, est stupéfiante. Imaginez comparer une masse 1000 fois supérieure à celle de notre Soleil à celle d'un simple petit pois. Aujourd'hui, les plus petits trous noirs primordiaux se sont probablement évaporés. Cependant, certains, plus massifs, pourraient encore subsister, éparpillés dans l'immensité de l'espace. Plusieurs modèles théoriques avancent que ces trous noirs seraient suffisamment nombreux pour qu'il soit presque inévitable qu'une étoile en capture un. Les étoiles ayant un trou noir en leur cœur sont d'ailleurs appelées étoiles de Hawking. Mais que pourrait-il se passer après une telle capture fortuite? Dans un premier temps, un trou noir primordial intégré au cœur d'une étoile semblable au Soleil aurait peu d'effet. Sa masse, comparable à celle d'un astéroïde, serait insignifiante face à celle de notre astre. De ce fait, un tel trou noir ne serait tout simplement pas en mesure de consommer une quantité significative de l'étoile. Avec le temps, la présence prolongée d'un trou noir au cœur d'une étoile peut commencer à modifier son évolution. Ce dernier pourrait peu à peu absorber la matière du noyau stellaire, augmentant ainsi sa propre masse. Si ce processus se déroule rapidement à l'échelle cosmologique, le trou noir pourrait finir par engloutir entièrement l'étoile. En revanche, si le phénomène est plus lent, il pourrait tout de même en altérer la structure et la durée de vie. Tout dépend en grande partie de la masse initiale du trou noir primordial. Un grand trou noir, pesant environ 1 milliardième de la masse solaire, serait capable de dévorer une étoile en moins d'un demi-milliard d'années. Si cela s'est produit dans le passé, cela pourrait expliquer la présence de trous noirs de masse solaire, des entités trop petites pour avoir été formées par des supernovae, contrairement aux trous noirs classiques. Si le trou noir primordial est beaucoup plus petit, 1 millième de milliard de la masse solaire, les choses pourraient se compliquer. Ce minuscule trou noir continuerait d'absorber le noyau de l'étoile, mais à un rythme très lent. Et pourtant, il créerait des turbulences dans le noyau de l'astre, le faisant chauffer plus que d'habitude. Cette perturbation pourrait amener l'étoile à gonfler, devenant ainsi plus froide et plus rouge que les géantes rouges typiques. En outre, cette agitation interne pourrait avoir un impact significatif sur l'activité de surface de l'étoile. En l'état actuel de nos observations, rien n'indique qu'un tel phénomène se produise au sein de notre Soleil. Cela rend hautement improbable la présence d'un trou noir primordial en son centre. Toutefois, il reste possible que d'autres étoiles, parcourant l'espace, abritent en leur cœur un de ces mystérieux trous noirs primordiaux. D'où nous nous trouvons, le Soleil semble très calme et paisible, mais comme les êtres humains, et tous les êtres vivants de la planète d'ailleurs, le Soleil possède ses propres phases et entre parfois en activité. Les conséquences sont bien plus importantes et chaotiques lorsque le Soleil devient hyperactif. Zoomons pour voir ce qui se passe là-haut. L'une des façons de mesurer l'activité de notre étoile est de compter les taches solaires à sa surface. Les taches solaires sont des zones sombres qui se forment lorsque le champ magnétique du Soleil est soumis à une forte activité. C'est simple, plus il y a de taches solaires,
plus l'activité du Soleil est intense. Et il semble que le Soleil ait fait la fête comme jamais ces derniers temps. Le nombre de taches solaires observées par les scientifiques est le plus élevé observé depuis près de 21 ans. En juin, 163 taches solaires sont apparues à la surface du Soleil. La dernière fois qu'autant de zones sombres ont été dénombrées sur le Soleil, c'était en septembre 2002, avec 187 taches. Oh, il semblerait que cette fête chaotique se rapproche doucement de son point maximal, ce que l'on appelle le maximum solaire. Comment tout cela se produit-il ? Le champ magnétique du Soleil est puissant et organisé d'une certaine manière. Néanmoins, comme nous l'avons dit précédemment, il arrive parfois que tout s'en mêle, un peu comme une boule d'élastique qui se retient tous ensemble, très étroitement. Lors de ces périodes, cela signifie que le plasma semble éclater et former des boules. On les appelle éruptions solaires et éjections de masse coronale, EMC. Ces balles de plasma produites dans la couronne solaire, atmosphère externe du Soleil. Puis, à un moment donné, au moment où l'activité du cycle solaire atteint un pic, le champ magnétique change de polarité. Le pôle nord et le pôle sud de l'astre s'intervertissent. Tout cela se produit tous les 11 ans, ou à peu près. Ainsi, lorsque le Soleil entre dans cette phase où il devient très actif, il projette des bulles de plasma chaudes, taches sombres aussi grandes que des planètes, et libère de puissantes éruptions d'énergie et de radiation. Lorsque l'activité du Soleil devient de plus en plus intense, il se passe quelque chose de fascinant. Une proéminence de la couronne polaire, PCP, phénomène parfois appelé cascade de plasma. Il s'agit d'une mini-éruption de plasma qui se déclenche sur le Soleil et qui semble vouloir fuir, mais le champ magnétique du Soleil l'attire avant qu'elle ne puisse s'échapper dans l'espace. Cette cascade de plasma est vraiment spectaculaire. Elle peut s'élever jusqu'à 32 000 km au-dessus de la surface. C'est comme si vous empiliez 8 terres l'une sur l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un vortex polaire. Il s'agit d'un gigantesque halo de plasma qui tourne très rapidement autour du pôle nord du Soleil. Ce tourbillon se forme lorsqu'un grand filament de plasma se détache et tourne avant de retomber vers la surface, un peu comme une cascade de plasma. Les scientifiques ne savaient pas pourquoi ce plasma reste si longtemps au-dessus de la surface du Soleil. Parmi les exemples d'éjection de masse les plus intéressants, il convient de citer une EMC géante en forme de papillon en mars de cette année. La forme inhabituelle détectée s'explique par le fait qu'elle a explosé du côté du Soleil que nous ne pouvions pas voir, de sorte qu'il était impossible de bien observer et d'en mesurer pleinement la force. Heureusement, le plasma n'a pas explosé dans notre direction, mais il pourrait avoir légèrement heurté Mercure et projeté des poussières et des gaz, car Mercure possède un faible champ magnétique. Tout cela semble fascinant, mais ce n'est pas réellement une bonne nouvelle pour nous. À cause de tout cela, nous pourrions connaître des tempêtes solaires plus intenses, qui sont susceptibles, elles aussi, de provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Les tempêtes géomagnétiques n'ont pas que le nom d'alarmantes, elles le sont vraiment. Elles créent le chaos et perturbent le champ magnétique de notre planète. Les orages géomagnétiques peuvent donner lieu à de magnifiques aurores boreales. C'est vrai, mais nous préférerions tous profiter des aurores boreales dans des conditions normales, ou nous contenter de un bon vieux coucher de soleil au-dessus de l'océan. Heureusement, toutes les tempêtes solaires ne toucheront nécessairement la Terre, même si elles sont plus nombreuses. Pour atteindre notre planète, elles doivent être orientées dans la bonne direction, et au bon moment. Cela dit, si cela se produisait, la tempête pourrait ioniser la haute atmosphère et on pourrait dire au revoir à la communication. Cela pourrait en effet provoquer des pannes temporaires pour des systèmes tels que le GPS et la radio, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème en soi, mais qui pourrait s'avérer très dangereux s'il se produisait au mauvais moment, comme lors d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les tempêtes peuvent également endommager les infrastructures électriques, telles que les lignes ferroviaires et les réseaux électriques. Si vous prenez l'avion à ce moment-là, vous risquez d'être exposé à des niveaux de radiation plus élevés. On ne sait pas encore exactement quel serait le danger pour vous, mais cela pourrait être un problème sérieux pour les astronautes dans l'espace. Lorsque les tempêtes solaires perturbent le champ magnétique, cela peut affecter les migrations de certains animaux, comme les tortues de mer, les baleines et les oiseaux. Étant donné que tout dans le règne animal suit généralement l'ordre naturel des choses, qui sait comment ces animaux traverseraient ou même survivraient à de tels changements.
Et lorsque le Soleil est au maximum de son activité, les satellites dans l'espace sont également en difficulté. Nous avons plus de satellites dans l'espace que jamais auparavant. Or, lorsque l'atmosphère externe devient plus dense à cause de tous ces changements, les satellites peuvent être poussés dans différentes directions, risquant de se craquer les uns contre les autres, ou même retomber sur Terre. Ces phénomènes n'y sont cool que dans les films avec des super-héros qui peuvent faire face à ce genre de problème. Espérons donc que nous éviterons une tempête solaire de grande ampleur, comme celle de Carrington. L'histoire est similaire aux autres. En août 1959, les astronomes du monde entier ont constaté que le nombre de taches solaires ne cessait d'augmenter. Parmi eux, un homme nommé Richard Carrington en faisait partie. Début septembre, il était en train de dessiner les taches solaires quand, soudain, il a été aveuglé par un éclair de lumière. Cela a duré environ 5 minutes, mais c'était spectaculaire. Il l'a décrit plus tard comme une éruption de lumière blanche. Il s'agissait d'une très forte éjection de masse coronale, EMC. Bien que cela prenne habituellement des jours, en seulement 17 heures et 6 minutes, cette tempête a traversé la longue distance qui sépare le Soleil de notre planète, 90 millions de kilomètres, et s'est déchaînée sur nous. Et quand la tempête a commencé, les machines télégraphiques du monde entier ont produit des étincelles. Les opérateurs ont reçu des chocs électriques et le papier a même pris feu. Les gens étaient vraiment effrayés et désorientés parce qu'ils n'avaient jamais vu un ciel aussi clair auparavant. Certains ont même cru que c'était la fin du monde. Le lendemain, les télégraphistes n'y pouvaient toujours pas travailler correctement car l'atmosphère terrestre était encore chargée. Ils ont même réussi à envoyer des messages en utilisant le courant auroral au lieu de l'électricité normale. Mais ce phénomène a aussi apporté quelque chose d'incroyable, à savoir d'étonnantes aurores dans le ciel. Les habitants d'Hawaï et de Cuba ont pu observer de magnifiques aurores boréales, tandis que ceux du Chili ont pu voir des aurores australes. De nos jours, le phénomène s'intensifie lentement mais sûrement. Prenons l'exemple des éruptions solaires. Il s'agit de puissantes explosions d'énergie émises par le Soleil. En 2022, il y a eu 5 fois plus d'éruptions que l'année précédente, et les plus puissantes, les éruptions de classe X, sont devenues plus fortes et plus fréquentes qu'auparavant. Et cela pourrait se révéler bien plus extrême que ce à quoi l'on s'attend. De plus, il est probable que ça commence un peu plus tôt que prévu. Les scientifiques ont d'abord pensé que le pic se produirait en 2025, mais il semblerait que cela pourrait advenir même fin 2023. Si une tempête solaire nous frappait directement, nous ne pourrons pas nous protéger complètement, mais nous pourrions tout de même prendre certaines mesures, comme faire garder les avions au sol, ajuster les trajectoires des satellites dans l'espace et protéger les infrastructures vulnérables. Pour ce faire, nous avons besoin de meilleures prévisions météorologiques solaires afin de nous préparer au pire. Tout cela peut sembler de mauvais augure à première vue, mais ne vous inquiétez pas. Les éruptions solaires ne détruiront pas notre planète. Elles envoient des matériaux solaires chargés d'énergie vers nous à des vitesses assez élevées. C'est un fait. Mais nous ne serions pas complètement perdus si ces phénomènes nous touchaient. Notre planète ne nous laisserait pas sans protection. Notre atmosphère et notre champ magnétique nous protégeraient encore relativement bien. Notre épaisse atmosphère fait office de bouclier qui bloque les radiations susceptibles de nous nuire. En d'autres termes, ces éruptions solaires pourraient surtout affecter nos technologies, mais elles ne pourraient pas détruire la Terre. On dirait que nous possédons bien des super-héros, finalement. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle.
En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère, et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. 16 géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre.
non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu deux et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces deux trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur comportement, toutefois, les scientifiques peuvent déterminer combien de trous noirs binaires sur le point d'entrée en collision existent dans l'univers. Et si le Soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le Soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du Soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne,
qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum. Une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées, des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenu à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites. Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses,
plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du soleil. Pourquoi seulement quelques années? Tu te souviens que nous avons dit que le soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Est-il possible d'éteindre le Soleil? Par exemple, que se passerait-il si nous y déversions tous les océans de la Terre, voire même encore plus d'eau? Eh bien, découvrons-le ensemble. L'univers est un endroit plein de mystères. Depuis des temps immémoriaux, les savants s'interrogent sur le fonctionnement de l'espace. Mais aucun d'entre nous n'a jamais douté de l'existence d'une chose, le Soleil. Ah, le centre de notre système solaire. Il est grand, brillant et immortel? Non, pas vraiment. En fait, le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il est composé de 75% d'hydrogène, d'un peu d'hélium et d'une pincée d'autres éléments lourds. La gravité maintient tout cela ensemble. Mais dans environ 5 milliards d'années, le cycle de vie du Soleil arrivera à son terme. L'hydrogène qu'il contient s'épuisera, notre étoile commencera à grossir progressivement, et tu ne peux même pas imaginer à quel point elle deviendra grande. Et ensuite, il commencera à dévorer toutes les planètes proches. C'est à ce moment-là que nous regretterons d'être si près de lui. Après nous avoir tous absorbés, l'étoile restera une géante rouge pendant encore 1 milliard d'années environ. Et puis, tôt ou tard, elle commencera à rétrécir et à s'éteindre, se transformant en une naine blanche. À la fin, il ne restera d'elle qu'une nébuleuse planétaire brillante et colorée. Mais n'aie pas peur, en ce moment, le Soleil est au milieu de son cycle de vie. Il est né il y a environ 4,5 milliards d'années et il a à peu près autant de temps devant lui. Heureusement, nous sommes apparus pendant la période la plus propice et la plus stable de cette étoile. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais tâchons plutôt d'en imaginer une. Et si on accélérait le cycle de vie du Soleil en utilisant de l'eau? Nous allons essayer de rassembler toute l'eau de la Terre et de la verser sur le Soleil. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau. Non, pas celui-ci. Nous aurons besoin d'un très grand seau. Un qui puisse contenir environ 1,360 milliard de kilomètres cubes d'eau. Sa taille serait égale à la distance entre Washington et Chicago. Ou si nous ne pouvons trouver que des seaux ordinaires, il nous faudrait environ 70 trillions d'entre eux. Oui, on parle bien d'un nombre à 18 zéros. Bon, imagine que nous ayons obtenu une telle quantité de seaux par magie. Il est temps d'éteindre le Soleil. Nous aspergeons l'étoile avec toute cette eau et... Rien? Sérieusement? Oh, regarde ça! Le Soleil a probablement eu pitié de nous et a produit une toute petite éruption solaire. Il s'avère que toute l'eau de la Terre ne représente en fait qu'une ridicule gouttelette pour le Soleil. Les gens sous-estiment souvent à quel point le Soleil est infiniment plus grand que notre planète. En réalité, il peut contenir plus d'1,3 million terres. Alors en effet, le Soleil ne s'éteindra pas et ne deviendra même pas plus froid. Il ne remarquera même pas que nous avons fait quoi que ce soit. Mais ne lâchons pas l'affaire, nous voulons vraiment éteindre le Soleil pour une raison ou pour une autre. Que se passe-t-il si nous versons juste assez d'eau dessus? Et quelle quantité représente cette assez? Tu te souviens de nos trillions de seaux? Eh bien nous avons en fait besoin d'environ 370 quadrilliards de ceux-ci. Ce nombre comporte 27 zéros. C'est difficile à imaginer, alors disons simplement que ça fait beaucoup d'eau. Maintenant, déversons à nouveau tout cela sur le Soleil. Waouh! Regarde donc cette vapeur! Mais le Soleil ne s'est toujours pas éteint pour autant. Au contraire, il nous dit merci et devient soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Que se passe-t-il? Tu vois, le Soleil n'est pas un vulgaire feu de camp. Dans les feux de camp et la flamme des bougies, il y a une combustion chimique. Lorsque nous versons de l'eau sur le feu, l'eau absorbe la chaleur de la flamme et la refroidit, à tel point qu'elle ne peut plus entretenir la réaction de combustion. Elle bloque aussi l'accès du feu à l'oxygène. En gros, l'eau interrompt le processus chimique. Mais la combustion du Soleil n'est pas la même réaction.
Même si nous disons qu'il brûle, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il se passe là-bas est ce que l'on nomme la fusion nucléaire. C'est l'une des réactions les plus puissantes et les plus insensées de l'univers. Il y a de nombreuses couches d'hydrogène qui s'enfoncent profondément dans le Soleil. Si tu prends 4 atomes d'hydrogène et qu'ils fusionnent, tu te retrouves avec un atome d'hélium. Lorsque nous parlons du Soleil, le processus est un peu plus compliqué. Lorsque l'étoile tente de produire cette fusion, les protons positifs se repoussent les uns les autres. Il faut donc beaucoup de force et d'énergie pour réussir à les presser ensemble. Heureusement, il existe une force magique dans l'espace, et c'est la gravité. Le Soleil occupe 99,8% de toute la masse du système solaire. C'est plutôt lourd, non ? Et c'est toute cette masse qui maintient le Soleil ensemble à l'aide d'une incroyable force gravitationnelle. Ainsi, la gravité prend des milliards et des milliards de ces petits atomes d'hydrogène et les agrège ensemble à chaque seconde de chaque jour qui passe. Et lorsqu'ils entrent en collision, ils libèrent de l'énergie. Donc, contrairement au feu, le Soleil n'a pas besoin d'oxygène pour exister. Il a besoin d'hydrogène. Et nous savons tous que l'eau n'est autre que l'H2O. Elle est composée d'hydrogène et d'oxygène. C'est donc littéralement du carburant pour le Soleil. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus important encore, la masse supplémentaire ajoutée par l'eau rendra le Soleil plus lourd. Et maintenant, la gravité nous dit « merci pour le coup de pouce ». Et elle commence à faire entrer les protons en collision les uns avec les autres encore plus rapidement. Grâce à cela, la synthèse s'accélère. Super! Nous avons rendu le Soleil incroyablement puissant. Et maintenant, il nous a dévorés, ainsi que d'autres planètes proches. Et si nous continuons d'ajouter de l'eau, le Soleil finira tôt ou tard par s'effondrer sur lui-même. Il se débarrassera de ses couches extérieures et deviendra un trou noir. Génial! Maintenant, il va aspirer absolument tout ce qui se trouve alentour. Rembobinons rapidement car, de toute évidence, notre expérience sur l'eau était une erreur. Cette petite éruption solaire n'était pas si mal tout compte fait. Très bien, nous voici de retour au Soleil calme que nous connaissons. Mais il semble que nous ayons oublié quelque chose. Comment se porte notre Terre maintenant sans eau ? Eh bien, selon toute évidence, l'eau était d'une importance capitale pour la vie sur Terre. Qui l'eût cru ? Maintenant, il y a une énorme quantité de poissons inanimés et d'autres organismes marins qui gisent là où se trouvaient nos océans. Pauvres créatures! Quant aux habitants des profondeurs, ils n'ont tout simplement pas supporté un changement de pression aussi brutal. Les algues et les coraux se sont également asséchés. Attends un peu, n'était-il pas responsable de la production de 50 à 80% de l'oxygène de la planète ? Oups, il est temps d'enfiler nos masques à oxygène. Et comment ça se passe sur la terre ferme ? Je veux dire, maintenant, tout n'est plus que terre ferme pour être honnête. Mais tu comprends où je veux en venir. Waouh ! Toute la terre brille de mille feux. Et je le dis très littéralement. S'il n'y a pas d'océan, alors il n'y a pas de nuages ni de pluie. Et maintenant, il y a des feux de forêt partout. Les pauvres animaux doivent s'échapper et quitter leur foyer. Et ce n'est pas comme s'ils allaient pouvoir en trouver d'autres, parce que toutes les plantes, bien sûr, vont rapidement se dessécher. Il n'y aura littéralement plus aucun endroit où vivre sur la planète. À présent, la Terre ressemble à un désert gigantesque. Mais des gens vivent dans le désert depuis des milliers d'années, non ? Ils sauront peut-être quoi faire. Eh bien non. Après tout, les habitants du désert ont eux aussi besoin de boire. Et maintenant, le chaos règne partout et les survivants se battent pour les dernières gouttes d'eau. Si tant est qu'il y a des survivants, à vrai dire, peu importe qu'ils se battent pour les dernières ressources, leur sort est déjà scellé. Les océans absorbent une énorme quantité de CO2, ainsi que la chaleur provenant du Soleil. Ils distribuent également cette chaleur à travers la planète, la rendant agréable à vivre. Mais une fois qu'ils auront disparu, les températures grimperont rapidement pour atteindre 120 degrés Celsius et plus. Mais même si nous oublions ces températures infernales, nous n'avons de toute façon plus de nuages. Et ils nous étaient tout aussi utiles en ne laissant pas passer le rayonnement solaire. Nous nous trouvons donc aussi sous l'impact direct des rayons du Soleil. Notre dernier espoir, ce sont les icebergs. Maintenant que tout est terriblement chaud, ils ont fondu. Et ils seront peut-être le dernier espoir de l'humanité. Mais cette mini-éruption solaire en valait vraiment la peine, n'est-ce pas ? Regardons les choses en face. Pour une étoile, notre Soleil est assez ordinaire.
Et non, il n'a rien d'exceptionnel. Il y a des millions de naines jaunes similaires dans l'univers. Et pourtant, nous l'aimons. Après tout, c'est notre seule étoile et elle nous donne la vie. Toutefois, il n'en a pas toujours été ainsi. Jadis, le Soleil avait un jumeau, et peut-être même un jumeau maléfique. Que lui est-il arrivé? C'est ce que nous allons découvrir. Ceci est un nuage moléculaire géant. On les appelle aussi parfois des nébuleuses obscures. On y trouve tout un tas d'amas interstellaires remplis de gaz, de la poussière et des tonnes d'étoiles. Ces nuages n'ont pas de limite précise et prennent souvent des formes complètement folles. Certains sont même visibles à l'œil nu. Regarde le ciel nocturne, tu verras comme des taches sombres sur notre lumineuse Voie lactée. Et c'est là que notre Soleil est né il y a environ 4,5 milliards d'années. Il provient de l'un de ces nuages moléculaires. Il y a toutes ces années, des ondes d'énergie sont passées par là. Elles ont rassemblé toute cette matière et ont comprimé ces amas en de denses noyaux. C'est alors qu'une proto-étoile est née. Cette jeune proto-étoile était une boule d'hydrogène et d'hélium encore tiède. Puis, des millions d'années plus tard, la température et la pression à l'intérieur de la boule ont augmenté. Et c'est ainsi que notre étoile est née, le Soleil. Mais tout ce qui se trouvait dans ce nuage n'a pas contribué à sa formation. Un reste s'est mis à tourner autour de la nouvelle étoile. Et comme tu l'as peut-être deviné, cette matière s'est progressivement transformée en planète. Et notre Terre a vu le jour. Voilà comment notre système solaire a été créé. Mais il est possible que ce ne soit pas tout, et qu'au moment où notre étoile naissait, il en naissait aussi une autre, le jumeau perdu du Soleil, fabriqué à partir des mêmes matériaux. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il existe ? Récemment, des scientifiques ont créé des modèles afin d'en savoir plus sur la naissance des étoiles. Et ils leur ont révélé que la plupart des étoiles ne naissent pas seules mais en amas, ou tout au moins avec un frère. Après d'autres recherches, nos savants ont pu confirmer que les étoiles formées à l'intérieur des nuages moléculaires étaient le plus souvent accompagnées. Il arrive que les deux étoiles restent ensemble. Par exemple, la petite tournera autour de la plus grande. Elles peuvent même former des systèmes à étoiles doubles, triples et plus encore. En d'autres cas, leurs chemins divergeront. Pour toujours. C'est probablement ce qui est arrivé à notre Soleil. Mais il pourrait avoir eu un frère ou une sœur lui aussi. Peut-être même plus qu'un. Toute une fratrie. Et même un grand jumeau, avec une masse et des caractéristiques similaires. Mais si c'était le cas, où serait-il, ce deuxième Soleil ? Nous avons une hypothèse. Et, d'après celle-ci, ce jumeau serait peut-être plus néfaste qu'il n'y paraît. Dans les années 80, les scientifiques ont commencé à remarquer que quelque chose se répétait dans l'histoire de la Terre. Environ tous les 27 millions d'années, des extinctions à grande échelle semblent se produire sur notre planète. Plutôt étrange, non ? Tous les 27 millions d'années, une catastrophe est venue modifier notre biosphère pour toujours. Comme quelque chose de programmé, une espèce de cycle. Et puis, l'astrophysicien Richard Muller a suggéré qu'il y avait peut-être quelque chose qui causait ces événements, un certain corps céleste. Selon lui, il pourrait s'agir d'une étoile naine que nous ne pouvons pas voir en raison de sa faible luminosité. Elle pourrait être située à environ 1,5 année-lumière de nous. Cette étoile tournerait autour du Soleil sur une orbite immense, et il lui faudrait environ 27 millions d'années pour faire un tour complet. Et lorsqu'elle se rapproche du Soleil, c'est le chaos total. En s'approchant de nous, ce fauteur de troubles modifie la trajectoire des comètes venues du nuage de Oort ou de la ceinture de Kuiper. Le résultat, c'est que toutes ces comètes se précipitent tout droit sur nous. Et puis, elles s'écrasent sur la Terre et provoquent de grandes extinctions, comme ce fut le cas pour les dinosaures. Cette étoile hypothétique a été nommée Némésis. C'est le nom de la divinité grecque du châtiment céleste. Mais pourquoi se venge-t-elle de nous ? Aucune idée. Peut-être n'a-t-elle pas apprécié le fait qu'un jour, le Soleil a absorbé toute la poussière et le gaz de son nuage moléculaire. Le Soleil est devenu une étoile assez grande, mais son jumeau est resté sombre et petit. Et en plus, il s'est retrouvé au milieu de nulle part. On serait tous un peu amers si ça nous arrivait. Les scientifiques ont proposé différentes hypothèses sur cette mystérieuse Némésis. Peut-être s'agit-il d'une naine brune ou rouge. Les restes d'une étoile qui a complètement épuisé son combustible. Ou peut-être n'est-ce pas du tout une étoile, mais une planète vagabonde plus grande que Jupiter. Quoi qu'il en soit, son existence n'est pas vraiment une bonne chose pour nous. Mais nos tentatives pour la trouver ont malheureusement toutes échoué. À l'heure actuelle, nous n'en avons encore trouvé aucune trace.
Des études récentes ont remis en question la théorie des extinctions régulières. Si tu examines de près les archives fossiles, tu remarqueras que ces catastrophes se sont produites au hasard et non pas selon un calendrier précis. Maintenant, les scientifiques doutent que Némésis existe réellement. Ils disent aussi qu'une étoile se déplaçant avec une telle orbite serait très instable. Il est donc très peu probable qu'elle ait pu survivre aussi longtemps. Mais malgré cette absence de preuves, Némésis est devenue assez célèbre en ligne. De nombreux journalistes et blogueurs la mentionnent encore dans différents contextes. Ils aiment lui imputer la responsabilité de toutes nos catastrophes, comme les chutes d'astéroïdes, les tsunamis, etc. Et du coup, toute cette histoire ressemble maintenant à une légende urbaine. Mais n'oublions pas un détail important. Même si Némésis elle-même n'existe pas, cela ne veut pas dire que le Soleil n'a jamais eu de jumeaux. Tout d'abord, rien de ce dont nous avons parlé au début n'a été réfuté. La plupart des étoiles ne naissent pas seules. La probabilité que notre Soleil ait lui aussi un frère est toujours très élevée. Deuxièmement, des preuves de l'existence de ce jumeau perdu pourraient bien exister. Quelque part dans le nuage de Oort qui est situé à la frontière extérieure de notre système solaire. Il est composé de nombreuses comètes et d'autres gros rochers. Et les scientifiques pensent que ce nuage conserve tous les fragments qui n'ont pas été intégrés à notre système solaire au moment de sa naissance. C'est comme un immense musée de notre passé. Donc, dans ce nuage, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'intéressant. En gros, cette région semble être trop lourde. Et nos données ne correspondent pas à ce que nous croyons savoir de la formation du système solaire. S'il est si lourd, c'est qu'il contient quelque chose que nous ignorons encore. Notre équation contient donc encore plusieurs inconnus. Et lorsque nos scientifiques ont inclus un éventuel deuxième soleil dans leurs calculs, les choses sont soudainement tombées justes, comme la pièce manquante d'un puzzle. Ce jumeau perdu correspond exactement à cette différence de poids du nuage de Oort. Alors voilà, le Soleil a certainement eu un jour un jumeau. Mais que lui est-il arrivé? Et où est-il aujourd'hui? Malheureusement, cette étoile est sans doute déjà très loin. Probablement après leur naissance, le Soleil et son frère ont passé quelques millions d'années ensemble. Puis ils ont dû se séparer pour toujours. Maintenant, ce jumeau pourrait se trouver à des centaines d'années-lumière de nous. Il pourrait être n'importe où dans la Voie lactée. En théorie, nous pourrions le retrouver, mais ce serait assez difficile. Car il nous faudrait examiner toutes les étoiles similaires à notre Soleil, ayant à peu près le même âge, et ce dans toute la Voie lactée. Et même si nous dressions la liste de ces étoiles, que ferions-nous ensuite? Nous n'aurions aucun moyen de savoir lequel de ces soleils est né du même nuage que notre astre. Ce jumeau restera donc très probablement perdu pour toujours, et notre Soleil restera à jamais solitaire. Quelle triste histoire. Mais ne te désole pas, pour nous c'est beaucoup mieux. Si nous avions deux soleils, notre système ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Notre planète pourrait bien ne jamais avoir vu le jour, et il n'y aurait pas de vie. Nous devrions donc être reconnaissants de cette séparation. D'un autre côté, nous aurions des couchers de soleil comme sur la planète Tatooine. Ce serait cool.